Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, en regardant mon courrier sur les mails, je reçois un mail d'Électricité de France, EDF, qui m'explique pourquoi les tarifs ont augmenté de 4%, qui m'explique comment je peux faire pour réduire ma consommation d'électricité, qui m'explique comment les différents appareils que je peux avoir à la maison, le prix que ça coûte par an selon les différentes options, et qui m'explique pourquoi ça a augmenté ces prix. Donc j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, tout à fait remarquable. Donc je voudrais d'abord vous remercier de ce mail. Je suppose que c'est vos services qui me l'ont envoyé. Et en embrayant, j'étais très intéressé de voir l'extraordinaire panoplie de filiales, d'entreprises, sous le vocable service. Vous êtes aussi responsable, pas seulement des clients, mais des services. Et vous avez récemment exposé la stratégie d'EDF dans votre stratégie dans les prochaines années. Et c'est très passionnant parce que cette partie service est considérable et elle préfigure en quelque sorte l'image du réseau électrique de l'avenir. Comment ça va fonctionner, avec la décentralisation, avec la manière que l'on peut effacer, et même l'hydrogène, et même le gaz. Oh tiens, on laisse qu'on référence le gaz aussi. Et donc, si vous voulez, cette extraordinaire panoplie, ça commence, on n'arrive même pas à suivre le rythme de création de vos filiales, me paraît vraiment être la marque, si vous voulez, d'une nouvelle stratégie électrique dont EDF voudrait prendre en quelque sorte le leadership. Donc merci beaucoup d'être là, vous allez nous expliquer tout ça, c'est tout à fait passionnant. Effectivement, vous me donnez l'occasion de rappeler que les services sont au cœur de notre stratégie et sont devenus effectivement une activité qui a pris beaucoup de substance au sein d'EDF. Et effectivement, je vais vous donner quelques chiffres. Donc les activités que je dirige au sein d'EDF représentent un peu plus de 32 000 personnes. Et l'activité historique, qui est l'activité de commerce, donc qui consiste à faire des offres d'électricité et de gaz aux clients et ensuite à les facturer et les recouvrer, ça représente maintenant moins de 7000 personnes. Donc effectivement, les activités qui sont les activités en croissance, ce sont les services. Alors, il y a un très gros morceau dans ce domaine qui est une société qui s'appelle Dalkia, société bien connue, qui d'ailleurs a fait une évolution significative de ces offres pour aider à la décarbonation dans le secteur industriel, j'en dirai quelques mots. Donc Dalkia fait 17 000 personnes, mais il y a aussi beaucoup de petites filiales, qu'on appelle chez nous les petites filiales, mais qui représentent maintenant près de 3 000 personnes, qui sont en croissance rapide et qui ont permis de nous positionner dans des activités nouvelles, et qui sont effectivement les activités de l'entretien des équipements énergétiques chez les particuliers, donc avec une société qui s'appelle Easy Confort, qui entretient donc les chaudières, les pompes à chaleur, et qui d'ailleurs remplace les équipements des Français, avec une société qui s'appelle Easy, qui réalise toutes sortes de travaux, et pas uniquement sur les équipements énergétiques, mais aussi de l'isolation, avec une société qui s'appelle Easyvia, qui est le numéro 1 des bornes de recharge en France, et d'ailleurs le groupe EDF a fait un très gros effort pour accompagner le déploiement de la mobilité électrique, qui est maintenant une réalité, avec une société qui s'appelle EDF Énergie Nouvelle Renouvelable, qui est le numéro 1 de l'autoconsommation en France, etc., etc. Donc effectivement, ces activités de service, elles sont aujourd'hui en déploiement rapide et elles nous permettent de nous différencier. Ça, c'est aussi un point important. Il y a un sujet qui est de donner corps à notre raison d'être, qui est effectivement de contribuer à un avenir énergétique neutre en CO2. Donc toutes ces activités, elles contribuent à la décarbonation, mais elles contribuent aussi à nous différencier, parce que les marchés de l'énergie sont des marchés dans lesquels les marges sont extrêmement faibles, et un fournisseur d'énergie qui n'accompagne pas sa fourniture de conseils, comme ceux que vous avez évoqués, n'a pas d'avenir. C'est un métier dans lequel il faut avoir une différenciation. On ne peut pas se contenter de vendre de l'électricité, comme on dit chez nous, sèche. Il faut expliquer à quoi ça sert, il faut expliquer comment en consommer moins, comment l'effacer le cas échéant, etc. Il faut accompagner l'offre d'un service qui permet aux clients de comprendre comment utiliser au mieux cette électricité. Vous avez ouvert un nouveau chapitre avec l'hydrogène. Et c'est sans doute que vous avez hésité. À un moment donné, est-ce que oui ou non, on va aller dans l'hydrogène? Expliquez-nous alors pourquoi vous avez choisi l'hydrogène aussi là maintenant. Est-ce que c'est appelé à un grand développement à EDF? Alors, je dirais déjà que le monde a choisi l'hydrogène.
C'est pas uniquement EDF. Aujourd'hui, il y a cette vision que l'hydrogène, qui est un vecteur énergétique, est un moyen de décarboner des secteurs qui sinon ne pourraient pas l'être. Ou en tout cas d'utiliser, oui, effectivement, dans certaines activités, c'est-à-dire dans le ciment, dans l'acier, dans certains secteurs industriels, dans les engrais, on a, là où on utilise le gaz comme une matière première, l'hydrogène est un moyen de réduire les émissions de certains secteurs, ou alors de recombiner le CO2 produit par certains process pour faire des carburants de synthèse, du méthanol. Bon. Donc effectivement, l'Europe va puissamment aider au développement de l'hydrogène pour atteindre certains secteurs qui ne l'étaient pas auparavant par des logiques de décarbonation. C'est très facile de remplacer le gaz dans le chauffage par de l'électricité, avec des pompes à chaleur, et aujourd'hui en plus on peut le faire en gardant sa boucle d'eau chaude, donc c'est pour ça que la pompe à chaleur se développe. C'est beaucoup plus difficile dans certains secteurs de progresser sans hydrogène. Donc c'est dans certains secteurs industriels ou dans la mobilité lourde. C'est aussi un moyen de remplacer le fuel dans les lignes qui ne seront jamais électrifiées parce qu'il n'y a pas un trafic suffisant dans le domaine ferroviaire. Donc l'hydrogène se développe parce que c'est une réponse nouvelle à des sujets qu'on ne savait pas traiter auparavant et dans une logique d'atteindre une économie neutre en carbone, net zéro comme on dit. Donc, pour certains, c'est une façon de stocker l'électricité. Absolument, ça peut être aussi une façon de stocker l'électricité. Alors nous, le développement que l'on voit dans l'hydrogène n'est pas tant celui du stockage de l'électricité parce qu'on n'est pas encore dans notre pays dans une situation dans laquelle il y a une énergie fatale considérable qui justifie d'utiliser l'hydrogène à cette fin. On est plutôt dans une idée aujourd'hui qui est de travailler sur les secteurs industriels que j'ai nommés ou de produire de l'hydrogène vert à partir de l'électricité qui elle-même en France est décarbonée. Donc d'avoir des petits électrolyseurs à proximité des usages. Et là je pense qu'il y a quand même un point important, il y a deux visions dans l'hydrogène et clairement celle d'EDF n'est pas celle des acteurs pétro-gaziers ou de l'air liquide. Nous, notre vision c'est qu'on peut produire de l'hydrogène grâce à l'électricité du réseau, donc avec des électrolyseurs, par exemple ceux de la société dans laquelle nous avons pris 30%, qui s'appelle McPhy, qui est le leader français, et pour ensuite vendre cet hydrogène à des clients. La vision des acteurs pétro-gaziers, c'est plutôt produisons des très très gros volumes d'hydrogène, transportons-les, stockons-les, et amenons-les à proximité des clients. Voilà. Donc ce sont deux visions, mais dans les deux cas, on verra bien quelle est celle qui se déploie le plus rapidement, mais sur le fond, il y aura des usages d'hydrogène en Europe pour contribuer à la décarbonation, et c'est une bonne chose. C'est simplement, je dirais, nous, on a choisi une route plus décentralisée, parce qu'elle est compatible avec l'électricité très décarbonée qui se trouve dans notre réseau. Produisez donc dans votre garage avec un électrolyseur. Absolument. Alors le garage c'est un peu petit, mais un grand garage, oui, pourquoi pas. Non mais en fait c'est ça, c'est quand même plutôt ça. Alors peut-être que dans quelques années notre stratégie évoluera, mais aujourd'hui on n'a pas encore été convaincu par les projets un peu pharaoniques dans lesquels on va développer des électrolyseurs avec des puissances en gigawatts pour ensuite aller chercher je dirais, dans le marché des usages assez loin de ce site de production. Mais nous verrons. Très bien, mais c'est assez clair. Alors, je ne voulais pas, je ne sais pas, vous avez aussi EDF Énergie Renouvelable. Alors effectivement, ça c'est un sujet, c'est une des filiales en déploiement très rapide. Aujourd'hui, l'autoconsommation est devenue une façon économique de produire de l'énergie. Et par ailleurs, il y a un autre argument qui est celui un petit peu je dirais pas de l'autonomie, parce qu'on ne fonctionne jamais en autonomie par rapport au secteur électrique. On a quand même besoin, sauf si on est sur le refuge du Goûter ou sur le dôme du Mont Blanc, on a quand même besoin d'un réseau pour avoir un courant de qualité. Mais se dire qu'on produit 30-40% de son énergie à partir d'une électricité que l'on produit soi-même et qui est compétitive, c'est aussi le moyen de se protéger, de s'immuniser contre des variations de prix violentes qui peuvent être liées au market design et au fonctionnement du marché. Je crois que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est en croissance chez les particuliers et aussi chez les industriels. C'est l'idée que si on peut produire une partie de son électricité à un coût qui sera un coût fixe, parce que c'est le coût des capex amortis sur la durée de vie de l'installation, plutôt que le coût incertain avec un marché sur lequel on n'a jamais une visibilité qui excède les 3 ans, eh bien c'est pas idiot.
Donc c'est pour ça que l'activité de l'autoconsommation se développe très fortement et dans tous les pays, et avec en plus effectivement dans certains cas cette idée, finalement c'est l'électricité que je produis moi, je suis un acteur du système électrique, je suis un petit peu protégé par rapport à ce qui se passe en dehors de mon périmètre d'activité. Donc c'est pour ça que l'autoconsommation est en développement rapide, et c'est d'ailleurs aussi un des éléments qui explique qu'il y ait un si grand effort de raccordement aujourd'hui chez Enedis. Parce que le nombre d'acteurs, producteurs, qui se sont connectés au réseau d'électricité français est en explosion. Parce qu'effectivement, on ne connecte plus que des centrales nucléaires ou des centrales thermiques ou des grands parcs éoliens ou photovoltaïques. On connecte aussi toutes ces petites installations. Donc il y a effectivement une transformation, une décentralisation du secteur électrique qui correspond à cette baisse des coûts de production. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est une question qui intéresse beaucoup les Français, enfin les consommateurs, ou même les gens qui sont un peu avertis et qui veulent se rendre utiles à la planète, disant, tiens, je vais produire moi-même mon électricité. Mais ça se développe moins vite en France que dans d'autres pays, notamment en Allemagne. Quand vous allez en Allemagne, la plupart des toits, on voit ça quand on est dans un train, la plupart des toits sont équipés de photovoltaïque. En France, pas encore. Ça commence. Alors c'est très intéressant de le dire. Il y a une très bonne dynamique. Oui, ça l'encourage, c'est important, parce que on n'était pas toujours absolument certain que les autorités en France partagent ce point de vue en disant mais quand même la péréquation, la solidarité nationale, qui va payer pour le réseau, si tout le monde autoconsomme, il va quand même falloir que quelqu'un paye pour le réseau, donc qui, etc. Donc c'était une question très importante. Donc on a eu cette discussion avec un certain nombre de représentants des partis politiques en disant est-ce que le législateur, vous avez trouvé la formule idéale pour à la fois autoriser et même inciter à l'autoconsommation et en même temps autoriser, permettre la solidarité nationale. Donc c'est une importante, à mon avis, nouvelle que vous nous donnez là en disant si, on est pour l'autoconsommation, il faut aider les gens à développer ça. Est-ce qu'il n'y a pas un petit chaînon manquant qui est la batterie, si jamais est-ce que EDF ne va pas se mettre dans les batteries aussi là? Alors, déjà vous avez raison de dire que pendant de longues périodes on avait un doute sur l'effet qu'aurait cette autoconsommation sur l'équilibre économique de certaines activités du secteur électrique, et notamment sur le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Et je crois qu'aujourd'hui, ce point a été dépassé, et on est conscient qu'on ne peut pas rester en dehors aussi d'une tendance qui est une tendance mondiale. Donc effectivement, il y a quelques chiffres qui sont quand même importants. Il y a 100 000 Français qui sont autoproducteurs avec du photovoltaïque, et c'est en croissance très rapide. C'est vrai qu'il y a des pays où on est déjà de l'ordre du million, mais je pense que dans quelques années, au rythme auquel on va, on aura rejoint à peu près les taux de pénétration que l'on voit dans d'autres pays. Et ça se développe aussi beaucoup dans les entreprises. Donc oui, on accompagne cette tendance, on ne la ralentit pas. Et je pense aussi qu'Enedis, qui au début était un petit peu réticent, compte tenu de l'effort de connexion et de la menace que ça représente sur le TUR, aujourd'hui considère que c'est une transformation positive du secteur électrique qu'il faut accompagner. Alors pour la batterie, c'est vrai que le potentiel d'autoconsommation augmente si on a une batterie. Et aujourd'hui, simplement, le coût des batteries fait que ce n'est pas très avantageux, et que ceux qui choisissent de s'équiper d'une batterie pour augmenter leur taux d'autoconsommation de 30 à 50 ou 60, ils le font avec une logique militante, mais il n'y a pas d'économie pour cette batterie. Donc effectivement, c'est un sujet qui pénètre assez peu. Aujourd'hui, si on prend 20 installations réalisées, il y en a une qui est équipée d'une batterie. Donc c'est quand même très peu, et la raison est toute simple, c'est que le coût des batteries aujourd'hui reste très élevé, les progrès technologiques se font doucement, et par ailleurs, si le monde se met à adopter de façon très rapide les batteries en lithium, on va manquer de ces matériaux, et on va créer des déséquilibres mondiaux. Le Mexique vient de nationaliser le lithium. Absolument, et ça a posé des problèmes qui, je crois, ne sont pas souhaitables. L'idée n'est pas de créer des équilibres comme ceux qu'on a connus à certains moments avec le pétrole ou avec le gaz naturel. Donc effectivement, le monde aujourd'hui est à la recherche de solutions de batterie qui reposent sur des matériaux plus largement disponibles et sur des coûts plus bas. D'ici là, la solution idéale quand même pour faire du stockage, ça reste les stations de pompage
de l'électricité, en utilisant mieux effectivement l'hydraulique, et avec un bassin haut et un bassin bas, et avec effectivement la capacité à remonter l'eau. Mais je crois que nous sommes aujourd'hui à l'analyse sur ces questions de batterie, mais autant sur l'autoconsommation, on est un promoteur de cette solution dans tous les pays dans lesquels nous sommes installés, et en particulier en France, autant sur les batteries, on est encore en train d'étudier les pour et les contre. Vous êtes en veille. On est en veille et on est plus favorable au développement des stations de pompage. D'accord, mais ça c'est pour les très gros moyens de stockage. Oui, moi, mais en Australie, par exemple. C'est pour les très gros, mais je veux dire, c'est quand même une façon de stocker de l'électricité qui est particulièrement vertueuse. Donc si on a effectivement beaucoup de renouvelables dans un système et qu'on veut le stocker, on peut le stocker de façon centralisée. On n'est pas obligé de le stocker de façon décentralisée. Enfin, de toute manière, on est d'accord avec vous sur les steppes, ce qui pose des questions politiques sur les barrages et tout ça. Mon Dieu, toutes les difficultés que nous connaissons en ce moment sur l'avenir du marché de l'électricité en Europe, sur, mon Dieu, tout ça, ça doit quand même créer quelques nuits blanches aux responsables à EDF. En tous les cas, parlez-nous du gaz aussi. Ça m'a étonné quand même. Tiens, Électricité de France se lance dans le commerce du gaz. Alors, expliquez-nous cette espèce de paradoxe curieux. Alors, on ne s'est pas vraiment lancé la semaine dernière sur ce sujet. Ça fait quand même... C'était à l'époque de M. Gadonex et M. Mathias que EDF a initié le développement dans le gaz naturel. Donc, ça fait quand même plus de 10 ans. Et donc, en revanche, ce qui est intéressant, c'est au jour, à l'heure où la décarbonation est centrale, qu'est-ce que EDF fait dans le gaz? Ça, c'est une question tout à fait légitime. Et nous, notre réponse à cela, elle est assez simple. Bon, tout d'abord, on est devenu un acteur significatif et on contribue à la sécurité d'approvisionnement. On a développé des infrastructures en Europe. On a un portefeuille significatif de contrats et on n'est pas dépendant du gaz russe. Donc à ce titre, on est plutôt un acteur qui a contribué à apporter de la concurrence, des prix bas et de la diversification. Alors maintenant, la question c'est, si on veut aller vers le net zéro, est-ce qu'on doit encore vendre du gaz? Notre réponse, elle est oui, parce que ça permet de mieux comprendre les besoins du client et de l'accompagner dans l'évolution de son portefeuille d'usage, de la même façon qu'on le fait lorsqu'on informe les clients sur comment consommer moins d'électricité. Vous voulez dire que comme ça vous permet d'aider le client à se passer de gaz? Mais absolument, à la fin de la vie de ses installations. Donc d'une part, on lui donne une information très complète sur la décomposition de sa consommation, et c'est tout aussi légitime en gaz qu'en électricité. Quant à ce que vous avez vu sur EDF et moi, on le fait aussi, on est le seul acteur, le seul fournisseur capable de donner une information très détaillée grâce aux compteurs intelligents qui existent en électricité comme en gaz, sur les consommations jour par jour, sur des comparables avec des décompositions et avec des suggestions de gestes pour réduire la consommation. Et par ailleurs, dans le domaine dans lequel on est aujourd'hui l'acteur numéro 1, qui est la fourniture aux particuliers en France, avec 23 millions de comptes, quand on sert un client en électricité et en gaz, à la fin de la vie de sa chaudière, on est les mieux placés pour lui proposer une solution électrique. Donc effectivement, on a intégré ce business aujourd'hui pour pouvoir donner à nos clients une réponse qui est de les fournir de façon compétitive, mais aussi de les aider, s'ils le souhaitent, à la fin de la vie de leur installation, à passer à autre chose. Très bien. Un esprit malin aurait pu penser aussi qu'au fond, si EDF est aussi de gaz, c'est peut-être parce qu'il pense qu'à terme, dans peu de temps, peut-être dans 20 ans encore, on aura encore besoin de gaz. Mais bien sûr. On aura encore besoin de gaz, y compris pour faire de l'électricité, à la pointe, etc. Donc, qu'après tout, EDF prend ses précautions. Oui, bien sûr. Et alors, là, il faut prendre en compte la dimension internationale d'EDF. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas énormément de place pour les usages, pour la production thermique, parce qu'on a un parc nucléaire très développé, et parce qu'aujourd'hui, ce qu'on développe en complément, pour rester à des niveaux d'émissions de CO2 très bas, c'est plutôt effectivement les renouvelables. Alors, il y a des grands débats politiques en ce moment, mais il y a quand même, aujourd'hui, on peut le reconnaître, des investissements très importants qui sont réalisés, notamment dans l'éolien offshore. Les premiers équipements vont être déployés. Et ce sont quand même chaque fois des équipements dont la puissance est de l'ordre de grandeur d'une centrale nucléaire, alors à la différence des parcs qui sont à terre.
Bon, donc on a, oui, c'est 300, 400, 500 mégawatts. En gros, chaque parc éolien, offshore, c'est une demi-centrale nucléaire. Mais il y a d'autres pays dans lesquels il n'y a pas de compétences nucléaires, ou dans lesquels on a décidé de ne pas en faire pour des raisons, on va dire, de risque géologique, par exemple. L'Italie, qui est un pays sismique, a décidé de sortir du nucléaire. Il y avait 3 projets en Italie dans les années 80, ils en sont sortis. Donc aujourd'hui, pour réduire l'empreinte carbone de leur production électrique, ils sortent du charbon pour passer au gaz. Or, on est un acteur important en Italie, on est le 3e énergéticien italien, donc on développe des centrales à cycle combiné très performantes et très variables, avec une capacité à répondre à tous les besoins du réseau, y compris, je dirais, en infradé, de manière à matcher l'intermittence de la production renouvelable. Et ça, c'est une solution qui est très efficace. Donc il y a des pays dans lesquels le gaz est une solution qui contribue à la décarbonation du système électrique. En France, aujourd'hui, un petit peu moins. Il y a de la place pour quelques centrales thermiques. Ça ne va pas représenter, bien sûr, et c'est très bien, mais ça ne va pas représenter 20% de la production d'électricité. Mais il y a des pays en Europe où ça va continuer à croître. Et il y a par ailleurs des secteurs industriels dans lesquels le gaz reste une bonne solution. Donc nous pensons qu'il y aura plutôt moins de gaz dans l'avenir dans le chauffage, mais qu'il y a d'autres usages du gaz qui sont là à long terme. Il va y avoir aussi une requalification avec un usage accru du biométhane, etc. Donc on n'est pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas de gaz. Ce qu'on est en train de dire simplement, c'est que dans le chauffage, dans des pays comme les nôtres, où il ne fait pas moins 20 degrés l'hiver, la pompe à chaleur est une alternative bien meilleure. Voilà, et qui produit 10 fois moins, qui émet 10 fois moins de CO2. Très bien, oui, la pompe à chaleur, c'est la grande star en ce moment. Ça, absolument, le marché est en développement très rapide. 250 000, plus d'1 million de pompes à chaleur installées l'année dernière, dont 250 000 RO, ce sont celles donc, qui sont les pompes à chaleur qui permettent de substituer un chauffage gaz en chauffant une boucle d'eau chaude. Ouais. Il y a aussi les petites que l'on connaît, mais qui sont plutôt, je dirais, des équipements qui coûtent quelques centaines d'euros et qu'on met dans une chambre pour se rafraîchir l'été. Ce n'est pas des équipements utilisés pour se chauffer. Mais les pompes RO sont des pompes à chaleur utilisées pour se chauffer. Il y en a eu 250 000 l'année dernière, mais il y a des pays dans lesquels j'étais très étonné d'apprendre qu'on est déjà à 300 000 pompes à chaleur aux Pays-Bas, qui est un pays extraordinairement gazier. Qui sort du gaz. Ouais. Et donc, effectivement, il n'y a plus une chaudière gaz installée ni dans le neuf, ni en rénovation, et le pays est en train ils ont vécu un développement sur la base d'un gisement qui aujourd'hui est épuisé, et leur vision, c'est qu'il faut cesser de se chauffer au gaz, parce que la solution existe. Donc c'est quand même étonnant qu'un pays qui soit nettement plus petit que le nôtre ait déjà un marché de la pompe à chaleur plus grand que la France. Donc je pense que dans les années qui viennent, on va passer à 250, 300, 400, 500 000 pompes à chaleur. C'est une évidence. Oui. Alors évidemment, nous sommes préoccupés par la réglementation sur les fluides qui servent à la pompe à chaleur, parce que certains de ces fluides ont un pouvoir réchauffant, et nous sommes préoccupés parce que quelquefois la Commission se prépare à prendre des règlements qui vont à l'encontre des recommandations qu'elle prend par ailleurs pour le développement des pompes à chaleur. Donc il faut qu'on fasse attention à cette petite question quand même qui a son importance, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent aller plus vite que la musique, si vous voulez. Bon, et puis alors il y a un autre point qui est très important, c'est dans vos services, c'est la numérisation. Il y a cette discussion sur le coût de la numérisation en énergie, mais sur les avantages aussi qu'elle peut apporter à l'économie d'énergie. Et donc vous avez aussi dans votre portefeuille de filiales un certain nombre, je crois, des entreprises qui aident à numériser les installations de vos clients. Alors absolument. Donc effectivement, c'est un vecteur important, notamment dans le monde industriel et dans le monde du tertiaire. Parce qu'effectivement, lorsqu'on approvisionne et lorsqu'on gère les équipements énergétiques d'un client, il faut d'une part s'assurer de leur bonne disponibilité, c'est le premier facteur, s'assurer que la température est au niveau attendu, comme dans un bâtiment comme celui-ci, mais il faut aussi avoir des capteurs permettant d'éviter les appels de puissance inutiles, de les contrôler,
et d'intervenir aussi lorsqu'il y a des équipements qui commencent à fatiguer de manière préventive, de ne pas laisser le client avec des équipements en défaut. Donc par exemple, il y a une activité chez Dalkia qui s'appelle Dalkia Analytics qui a permis d'analyser, je dirais, le fonctionnement par des milliers de capteurs qui sont installés chez nos clients. C'est-à-dire aujourd'hui, chaque fois qu'on prend un contrat chez un client, on équipe ces installations de capteurs dont les données sont centralisées sur des centres, des sites d'analyse, hein, on en a 4 en France, de manière effectivement à donner une information complète au client sur ses consommations, à lui faire un reporting complet et à optimiser le coût de son installation. Donc ça, c'est très concret et c'est aujourd'hui un secteur sur lequel Dalkia a investi depuis maintenant 5 ans et Dalkia Analytics permet de prendre des parts de marché dans ce domaine parce qu'on a, je dirais, un petit coup d'avance. Et puis il y a le point que vous avez cité, c'est une application qui s'appelle Équilibre, hein, qui informe donc tous les clients consommateurs d'EDF sur leur consommation électrique. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça fait 10 ans que nous investissons 10 millions d'euros par an dans ces solutions. Donc ce sont des chiffres tout à fait substantiels et qui permettent effectivement de donner aux clients une information extrêmement détaillée et qui s'est bien améliorée avec le développement de Linky. Donc de manière générale, c'est un grand succès d'ailleurs. Ce qui est un très grand succès. De manière générale, l'ensemble des équipements énergétiques aujourd'hui sont associés à des capteurs qui permettent un traitement de masse et une information du client qui permet d'optimiser le fonctionnement des installations. On pourrait aussi parler de la mobilité électrique. Dans la mobilité électrique, aujourd'hui, il y a un très grand enjeu qui est la récupération d'informations sur le réseau électrique et aussi d'informations permettant de charger au bon moment les véhicules. Oui. Et aujourd'hui, c'est un sujet, les gens imaginent qu'il suffit de mettre une charge et de la connecter au système électrique. C'est pas tout à fait vrai. C'est un objet complexe, une borne de recharge. Parce qu'effectivement, il faut la doter des connecteurs qui vont bien, d'un système de paiement, d'un système de smart charging le cas échéant. Il faut comprendre quelle est la part de la charge rapide par rapport à la charge lente, quel est l'optimum pour le secteur électrique. Donc tout ceci, c'est un domaine dans lequel il y a des investissements considérable. Oui, et qui est lié aussi à la tarification, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça vaut le coup, d'autres où ça coûte plus cher, etc. Et donc on évolue aujourd'hui, on est passé voilà. De la charge simple à ce qu'on appelle le V1J, c'est-à-dire un système qui permet de charger le véhicule au moment idoine, en payant au client ce service, qu'il rend au système électrique. Donc ça c'est un premier point, mais l'avenir c'est le V2J. C'est-à-dire le fait que la capacité d'utiliser les batteries comme un stockage, et là effectivement on parlait du coût des batteries, mais il se trouve que les batteries sont déjà payées par la personne qui a acheté le véhicule, et qui a d'ailleurs reçu des subventions à ce titre. Et utiliser cette batterie pour pouvoir à certains moments récupérer l'électricité, c'est aujourd'hui la frontière vers laquelle avance le système électrique. Donc nous avons 2 expériences en France, une en Occitanie et une dans le Grand Est, avec respectivement 100 et 500 bornes de recharge, qui distribuent ce système, donc avec des clients qui sont des abonnés. Donc on éprouve aujourd'hui le fonctionnement de ce système, dont on sait très bien que tous les constructeurs automobiles aujourd'hui vont l'adopter. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ils ont déjà des véhicules compatibles avec le V1J, c'est-à-dire une charge rapide ou lente en fonction de l'état du réseau et du prix de l'électricité, et ils vont demain vers un fonctionnement qui est bidirectionnel, c'est-à-dire avec une batterie qui pourra restituer de l'électricité au réseau contre effectivement le paiement. Donc effectivement, c'est des sujets sur lesquels EDF investit énormément. Oui, bientôt vous allez devenir constructeur automobile parce que vous allez avoir des automobiles qui vont fournir de l'électricité. Constructeur non, mais déjà aujourd'hui on a des partenariats très importants pour permettre ces développements, parce qu'effectivement c'est une transformation du modèle assez profonde, et c'est peut-être de là que viendra la solution de stockage distribué la plus efficace. C'est tout à fait passionnant. Et alors, vous avez parlé de Easy Comfort, etc. Donc, au fond, c'est une question importante parce que la rénovation, on se rend bien compte que c'est pas si simple que ça. Et on voit bien avec, comment dirais-je, les formules répétées des législateurs, mon Dieu, comment c'est compliqué, les guichets, tout ça. Un problème de formation très important. Et donc, ce que vous nous avez dit, ça complique. C'est fait pour simplifier. Et au départ, ça complique quand même beaucoup parce qu'on se dit, oh là, on ne va pas y arriver, comment je vais rénover, etc. Et donc, cet effort de formation, je suppose qu'il s'impose aussi à vous, au plan interne.
Électricité de France. Ça devient compliqué d'être électricien parce qu'on est à la fois électricien, informaticien, on connaît l'énergie solaire, donc on est météorologue, enfin bon, bref, tout ça, ça devient compliqué. En plus, on a du courant continu et du courant alternatif, enfin, tout ça, c'est un monde nouveau qui s'approche que vous êtes en train de piloter, ou qu'il faut essayer de piloter. On est encore très émergent dans ce monde-là, il faut quand même être modeste. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de développer des plateformes de services associés à des réseaux d'installateurs que nous avons agréés. Donc effectivement, dans le domaine des travaux énergétiques, qui est un domaine en explosion, parce que l'État a mis à disposition des aides significatives, sous forme d'aides fiscales, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie. D'ailleurs, l'État a un peu multiplié les solutions, mais aujourd'hui tente à converger vers quelques modèles. Donc il y a un progrès qui a été effectué. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, ce sont plusieurs milliards qui sont, fléchés vers ces travaux et qui permettent aux Français de financer une partie des travaux d'amélioration de leur habitat. Et nous, dans ce contexte, ce que nous faisons, c'est effectivement de profiter d'une part de la puissance de notre marque et de construire un réseau d'installateurs qualifiés pour donner de la réassurance aux Français sur les questions effectivement d'entretien d'équipements, de remplacement d'équipements, de maintenance de chaudières ou de pompes à chaleur et de petits travaux énergétiques. Donc nous travaillons avec un réseau de plusieurs centaines d'installateurs et ce que nous avons fait qui nous a permis de progresser, c'est de garantir la qualité des travaux. C'est-à-dire si les travaux ont été mal faits, nous refaisons à nos coûts. C'est-à-dire que nous produisons un devis pour l'intervention et dans les quelques cas où c'est mal fait, les travaux sont refaits. Donc ça c'est quelque chose qui nous a permis effectivement d'avancer assez vite. Et c'est vrai que Easy by EDF va vers 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, dans un marché de plusieurs milliards, c'est petit, mais c'est probablement la plateforme qui a la croissance la plus rapide. Donc effectivement, nous essayons d'apporter de la lisibilité, de la qualité dans un marché qui est un petit peu opaque, mais qui est un marché qui se déploie très rapidement grâce aux aides d'État qui ont été disposées. Et la plus importante étant quand même les certificats d'économie d'énergie. Le chiffre est quand même important, 5 milliards d'euros, peu de Français le connaissent, mais on dit l'électricité, le gaz coûtent plus cher. Il faut savoir qu'il y a dans l'empilement des coûts ce terme qui correspond à un projet qui a toute sa légitimité, mais qui n'est pas gratuit. Oui, et qui en fait coûte de plus en plus cher, puisque les premiers gisements d'économie d'énergie ont été évidemment épuisés. Exactement. On a commencé par le plus facile, maintenant la pente de la difficulté remonte. Et puis on comprend aussi aujourd'hui que les gestes isolés qui étaient faits sont moins efficaces qu'une rénovation globale. Et donc effectivement, on va maintenant conditionner certaines aides au fait qu'on ne remplace pas uniquement, la chaudière ou qu'on refait l'isolation, etc., ou les huisseries, mais qu'il y a une approche globale de l'équipement de la maison. Parce que dans certains cas, finalement, ce qu'on a financé, c'est des travaux d'amélioration de l'habitat, mais qui n'ont pas permis la réduction de la consommation. Donc l'efficacité énergétique était un peu un alibi. Oui. Aujourd'hui, on va vers un financement qui sera conditionné par un véritable progrès en matière d'efficacité énergétique. Oui. Donc je crois que l'État a un petit peu essayé divers dispositifs, a su faire le retour d'expérience et va vers des choses qui sont plus efficaces. Oui, nous sommes encore légèrement insatisfaits à l'équilibre des énergies, puisque nous pensons quelquefois que le souci de l'efficacité énergétique a tendance quelquefois à prendre le pas sur celui de la décarbonation. Et ce n'est pas forcément toujours la même chose. Donc il y a eu un certain nombre de diagnostics. On est bien d'accord. Ouais, voilà. Comment ces aides sont déployées sur les différents types de travaux, les différentes énergies, c'est un très bon débat. Et à chaque période de ces 2 qui est de 3 ou 4 ans, il y a une grande question sur qui va payer et comment le coût va être, à qui ça va profiter et qui va payer. Et effectivement, c'est exactement ce que vous dites. Nous, on souhaite que les travaux qui ont le plus fort pouvoir de décarbonation soient ceux qui soient le mieux rémunérés. Je pense que on n'attend pas de grands soirs. On attend plutôt une amélioration continue des dispositions qui existent. On a évoqué le sujet des C2E, le sujet de la rénovation. On a fait beaucoup de suggestions et on a fait beaucoup d'analyses pour comprendre l'efficacité de ces systèmes et on souhaite qu'ils continuent à progresser. Peut-être qu'il y a un domaine dans lequel on peut aujourd'hui aller plus loin, c'est dans la décarbonation de l'industrie.
effectivement, pour permettre l'électrification plus forte de certains secteurs ou pour accompagner le développement des réseaux de chaleur. Et il nous semble que les montants du fonds chaleur ou les appels d'offres dits BCIAT, donc bois, biomasse, excusez-moi, biomasse, chaleur pour l'industrie, etc., sont des voies qui ont permis d'engager des travaux dans des industries qui utilisaient massivement les fossiles. Donc on est plutôt dans l'idée qu'il faut analyser ce qui a marché et augmenter un petit peu la distribution des dispositifs les plus efficaces en matière de décarbonation. Mais on n'attend pas de grands soirs, puisque finalement, l'État a quand même bien pris la mesure de ces sujets, et l'ensemble des énergéticiens se sont aussi déployés pour permettre, d'amener ces aides vers les clients. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a un système qui est relativement performant et qui permet d'avoir une baisse des émissions de CO2 en France, en même temps que la croissance se poursuit. Sur le plan macroéconomique, on a quand même réussi ce découplage. Donc on peut effectivement faire mieux, mais on n'attend pas un bouleversement. On est dans la bonne direction. Absolument. Et je pense qu'il faut simplement continuer d'améliorer les dispositifs qui existent et d'inciter tous les secteurs à faire des progrès en matière d'économie d'énergie et de décarbonation. Il y a un deuxième pôle de questions qui nous montre que le développement des ENR, du numérique, vont participer à cette évolution. Comment vous pensez que la tarification de l'énergie doit accompagner cette transition? Oui, alors là c'est un très gros sujet, parce qu'effectivement, pendant longtemps, les énergies renouvelables avaient un coût supérieur au coût de l'électricité centralisée, et donc devaient être financées par des obligations d'achat, dont le coût était ensuite réparti sur la collectivité par la CSPE, devenue la TICFE. Donc en gros, on ne pouvait développer ces outils que dans le cadre de prix garantis par l'État sur des périodes longues, en général 16 ans, et avec ensuite une redistribution au travers d'un dispositif fiscal. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait vrai, puisque les prix de l'énergie ayant augmenté et les coûts ayant baissé, on va vers un système dans lequel il y aura plus de marché, plus de liberté, moins d'encadrement par le système des obligations d'achat. Et c'est aussi un système dans lequel on peut voir des solutions qui sont portées directement à des clients industriels, ce qu'on appelle les corporate PPA, pour qu'ils puissent participer à un projet et toucher le fruit de ce projet, qui est un prix de revient d'électricité qui peut être meilleur que celui offert par le réseau. Donc on est dans un système dans lequel progressivement le marché et les prix de marché vont prendre le pas sur des systèmes qui étaient des systèmes d'encadrement et de garantie. Voilà. Mais ça ne va pas ralentir du tout, je pense. C'est simplement une transformation, et une transformation qui d'ailleurs est plutôt souhaitable, parce que le système des obligations d'achat, ça veut dire que c'est un système qui est adapté lorsque un secteur n'est pas mûr. Lorsque ce secteur atteint la maturité, il doit trouver des clients tout simplement par son efficacité et sa compétitivité. Donc c'est plutôt un développement que nous trouvons très, très favorable. Merci. Une première question dans la salle. Oui, Jean-Pierre Ouette. Nous vivons une période un peu curieuse, parce que nous avons des prévisions officielles auxquelles EDF adhère, selon lesquelles la part de l'électricité dans le bilan de consommation finale doit augmenter considérablement. Passer de 25 à plus de 50%. Une révolution, ça ne va pas se faire facilement. Mais dans le même temps, on nous dit qu'il faut économiser l'énergie et l'électricité en particulier. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. On dit il y a donc un signal très fort en direction des économies d'énergie, et le signal en direction de la pénétration accrue de l'électricité est presque inaudible. Il est faible. Donc comment vous pouvez aller gérer cette situation? Parce que passer de 25 à 50%, il ne suffit pas de l'écrire dans les rapports. Il faut une politique extrêmement active de promotion des usages de l'électricité. Et on ne la sent pas aujourd'hui. Comment vous allez faire? Alors, je ne partage pas tout à fait ce point de vue, parce que si on a aussi le levier, je dirais, de la technologie. Aujourd'hui, la technologie, notamment dans la mobilité, a tellement progressé que on n'a plus besoin de faire des efforts colossaux pour promouvoir la mobilité électrique. Elle se déploie toute seule. Aujourd'hui, on a une voiture sur 6 en France qui est une voiture électrique. Donc,
typiquement dans ce domaine-là, l'électrification des usages, elle est portée par la compétitivité des solutions. C'est quand même spectaculaire, une voiture sur 6. Et il y a des pays d'Europe dans lesquels c'est une voiture sur 3. Les pays scandinaves. Donc aujourd'hui, typiquement, on a des solutions qui permettent aux clients, sans avoir, je dirais, besoin de faire un effort de promotion très agressif, de développer l'électricité. Donc effectivement, dire que l'électricité progresse au détriment des fossiles, c'est aussi permis par les progrès de ce type. On peut dire la même chose pour les pompes à chaleur. Le coût des pompes à chaleur a beaucoup baissé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de donner des aides beaucoup plus faibles pour que la pompe à chaleur soit une alternative au gaz naturel. Donc il y a... le discours n'est pas forcément un discours omniprésent de l'électricité, c'est formidable, mais les solutions électriques se déploient. Et donc je crois que, de notre point de vue, c'est une situation qui n'est pas mauvaise, et c'est une situation aussi qui nous permet de faire face à une croissance de la demande qui est maîtrisée. Parce que si l'on regarde les scénarios de RTE, à l'horizon 2050, on parle d'une progression de l'ordre de 35%, si vous voulez, ça va de plus 20 à plus 50, 35% en 30 ans, ça fait 1% par an, c'est tout à fait gérable. Donc le secteur électrique peut gérer aujourd'hui, et quand je dis le secteur électrique, c'est l'ensemble du secteur électrique, les producteurs centralisés, décentralisés, le transporteur à haute tension et Enedis, peuvent gérer une croissance de ce niveau-là et de ce rythme-là. Si on allait vers une électrification rapide, je pense que ce serait beaucoup plus difficile parce qu'on aurait du mal à déployer la production et le transport. Donc voilà, se dire qu'on va vers une progression de la consommation d'électricité en France de l'ordre de 30% ou de 1% par an, et dans le même temps une baisse de la consommation des fossiles et des économies d'énergie, c'est ce que l'on vise et c'est ce qui se passe pas si mal depuis quelques années. Voilà. Mais je crois que le grand point, c'est aussi le développement des technologies. C'est le fait qu'aujourd'hui, comme on l'a évoqué, l'autoconsommation est économique face au tarif de l'électricité. C'est le fait que les véhicules électriques, eh bien, à nouveau, l'État aide un petit peu au coût d'un véhicule électrique, mais M. Macron a fait des propositions qui seraient très fortes, qui, à mon avis, amèneraient à déployer encore plus rapidement les véhicules électriques, etc., etc. Je pense que le point qui sera le plus délicat, c'est certains grands secteurs industriels dans lesquels les alternatives aux fossiles ne sont pas très faciles à déployer et coûtent très cher. Là, effectivement, ce ne sera pas évident. Donc, trouver des solutions, des alternatives au mode de production du ciment. On ne va pas se passer demain de béton pour faire des bâtiments. Bon, donc il faudra trouver le moyen de décarboner les cimenteries ou la production d'acier ou certains secteurs de la production chimique. Et là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire et probablement des aides à distribuer pour que les industriels qui fassent ces choix ne soient pas exposés à une baisse de leur compétitivité qui les sortirait du marché. Voilà. Mais sur le diffus, je pense qu'aujourd'hui ça se développe très bien et à un rythme que sait gérer le secteur électrique. Alors bon, vous avez évoqué plusieurs sujets. Tout d'abord... c'est une anecdote. Hein. Non, mais c'est une anecdote importante. Je pense que cette question des C2E, elle est malheureusement, ce que vous évoquez, c'est le fait que ça reste un système très bureaucratique, pas facile à lire pour le client. Donc le client ne sait pas forcément à quoi il a droit, et effectivement qui nécessite une chaîne d'installation avec des gens qui maîtrisent à la fois leur métier de base et la compétence qui va avec, pour que effectivement le client bénéficie des C2E. Et si au passage d'ailleurs il ne garde pas la totalité, une partie du bénéfice pour lui, c'est pas mal, si ça va jusqu'au client, c'est bien. Voilà, donc effectivement, c'est un sujet sur lequel il y a encore probablement beaucoup, je dirais, de fonds qui ne vont pas là où ils doivent aller. Mais on pourrait dire la même chose de tant de dispositifs d'aide publique. Hein. Donc l'important, c'est de l'analyser et de faire en sorte que progressivement cela s'améliore. Et nous, notre vision, c'est que cette amélioration, elle ait lieu. Qu'effectivement les gens comprennent mieux comment ça marche et que l'argent va un petit peu plus vers ceux qui en ont besoin et vers des travaux qui vont améliorer l'efficacité énergétique. Mais c'est vrai que c'est un long combat. Et quand je suis arrivé dans ce poste et quand j'ai vu comment fonctionnaient les C2E, les cheveux se sont dressés sur la tête. Je me suis dit, mais comment ça marche? Mais pourquoi ça coûte si cher? Et pourquoi c'est si bureaucratique? Bon, effectivement, j'ai d'abord eu très peur, puis je me suis dit, finalement, c'est un business, c'est une activité qui se développe, et il faut qu'on l'accepte.
Et il faut aussi qu'on donne des inputs à l'État pour que ça s'améliore petit à petit. Et je crois qu'on a été plutôt bien entendu. Donc, c'est pas parfait, mais on est sur une véritable progression. Sur l'hydrogène, je l'ai évoqué, on est au début de l'économie hydrogène. Nous avons fait un choix qui correspond effectivement à cette vision qu'il vaut mieux déjà produire de l'hydrogène vert, pour commencer, plutôt que de l'hydrogène gris, donc de l'hydrogène dont la production n'est pas associée à des émissions de CO2. Et notre vision, c'est plutôt de produire proche du client que de faire de la production en masse, qui est peut-être plus compétitive, mais qui va nécessiter après, effectivement, de déployer une infrastructure. Vous savez, déployer une infrastructure de distribution d'hydrogène, c'est pas très simple. Mais c'est vrai que c'est deux visions. Et ces deux visions, peut-être que nous nous rendons compte que celle que nous mettons en œuvre aujourd'hui, qui marche peut-être très bien pour des réseaux de bus ou de bennes à ordures, ou vous voyez ce genre de choses, ou pour des trains, ça ne marchera pas pour d'autres domaines et qu'il faudra évoluer. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité à nous positionner sur tous les métiers futurs de l'hydrogène. C'est des capitaux considérables, notre capacité financière est limitée, donc on a fait le choix qui est celui que je vous ai présenté. Et quant à celui de la tarification, c'est vrai que la transformation du système électrique met en péril certains principes, mais on ne peut pas non plus aller contre la transformation du monde. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que, en tout cas ce n'est pas notre cas, que la France soit le seul pays dans lequel on interdise l'autoconsommation parce que ça met en péril la tarification. C'est vrai que ça incite parfois à choisir des modes un peu différents, peut-être plus de parts fixes, moins de parts variables, typiquement, mais on peut trouver des solutions, et notre point de vue, c'est qu'aujourd'hui, la péréquation, c'est un des piliers du système électrique, les Français y sont attachés, on a réussi à le conserver, et notre ambition, c'est bien de continuer dans cette voie. Mais on veut en même temps que ces technologies nouvelles, elles soient portées vers les Français. Ce qui me frappe dans l'autoconsommation et dans les énergies renouvelables, c'est qu'en France, on privilégie les énergies renouvelables massives. Alors, vous avez parlé des éoliennes qui font 10 MW chacune, ou je ne sais quoi. Bon, il faut la Saint-Nazaire pour les premières. Moi, je suis réservé un tout petit peu, mais bon, c'est pas grave, on peut en parler. Ce qui me frappe, c'est aussi l'énergie solaire. L'énergie solaire, les installateurs et les fabricants, tout ce qu'ils cherchent maintenant, c'est du foncier. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent du foncier? Parce qu'ils veulent des gros machins. Et c'est assez frappant. Alors, est-ce que c'est une conséquence de la situation française centralisée, et c'est un petit peu, ça rejoint le turc et tout ce que vous voulez, ou est-ce que c'est un choix tout simplement parce que ça produit plus, quoi, Et tout ce qui est centralisé dans les énergies renouvelables en France, c'est 4 fois plus que tout ce qui est décentralisé, diffus, personnel, individuel, etc. Bien qu'il y ait beaucoup plus d'installations individuelles, mais elles produisent beaucoup moins. Et donc, à un moment donné, quand même, quand on regarde la situation, si chaque maison, disons, était prête à recevoir du photovoltaïque, 3%, le bâti en France, c'est 3% du territoire, peut-être un peu plus, mais ça suffit largement, vous voyez ce que je veux dire? Non, le choix, c'est quand même, allez, on va faire des gros trucs. Oui, ça c'est une logique financière. Parce qu'effectivement, développer un projet, il y a des coûts fixes, et donc on a envie d'amortir ces coûts fixes sur l'installation la plus large possible. Et quand on est un développeur de projet et qu'on a en plus un système, comme je l'évoquais, avec des obligations d'achat, qui vous garantit un revenu à un prix, si vous avez fait l'enchère au bon niveau, vous cherchez le projet le plus gros possible. Donc c'est assez logique que, et dans tous les pays du monde c'est comme ça, les développeurs de renouvelables aient choisi d'abord la grande taille. Mais c'est vrai que dans des pays dans lesquels l'accès au foncier est limité, eh bien, effectivement, on va plus vers des solutions distribuées. Donc nous, aujourd'hui, chez EDF, nous avons un plan solaire qui vise à développer 30 gigawatts de solaire. C'est très ambitieux d'ici 2040. Eh bien, aujourd'hui, quand on regarde d'où vient la capacité que nous déployons, elle vient à plus de 30% du distribué. Donc effectivement, on n'est plus tout à fait sur le ratio 1/5, 4/5 avec l'essentiel qui est les grands projets. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de trouver du foncier. Il y a aussi une très forte opposition à l'éolien onshore, on l'a vu dans la campagne électorale. Donc effectivement, on va demain probablement vers des projets éoliens plutôt offshore et du PV centralisé et décentralisé. Donc effectivement, c'est vrai que sur le plan, on va dire, indépendamment des aspects financiers que j'ai cités, si on veut développer les renouvelables, il faut les développer partout où c'est possible. Et sur le toit des maisons, sur les ombrières des parkings, sur les toits des entreprises, il y a beaucoup d'emplacements qui aujourd'hui ne sont pas utilisés et qui pourraient l'être.
c'est clair. Alors, aujourd'hui, nous avons beaucoup poussé la solution pompe à chaleur comme une solution de chauffage et également pompe à chaleur haute température qui commence à se développer dans des usages industriels. C'est vrai que nous n'avons pas fait une grande place à la PAC hybride parce que pour nous, c'est un sujet sur lequel, je dirais, il n'y a pas encore une maturité suffisante. Et donc, c'est pas un principe. On dit aujourd'hui, on veut d'abord développer les solutions pompe à chaleur et les solutions les plus simples, c'est les solutions électriques. Dans certains cas, pour certains usages, notamment en rénovation, une pompe à chaleur électrique nécessitera un dimensionnement, je dirais difficile, une pompe assez lourde, et peut-être que les pompes à chaleur hybrides sont adaptées. On n'est pas du tout contre la pompe à chaleur hybride. Simplement, c'est vrai que dans le développement que nous avons promu, au travers de nos filiales, nous avons plutôt promu la pompe à chaleur simple électrique. Alors, ce que l'on dira aussi, c'est que nous sommes soucieux quand même beaucoup de décarbonation, et ce que l'on ne souhaite pas, c'est que la pompe à chaleur hybride, ce soit en fait un moyen de mettre beaucoup de gaz dans l'installation et peu d'électricité. Parce qu'effectivement, c'est le sujet central. Si l'usage du gaz vient à appoint les jours les plus froids et représente 10% des calories de l'installation, c'est très bien. Si c'est dimensionné de manière à ce qu'il y ait un petit échangeur de chaleur et un gros brûleur, on n'aura rien fait en matière de décarbonation. Donc on n'a rien contre les PAC hybrides, pour autant qu'elles soient bien dimensionnées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous avons mis en avant en priorité. C'est une très bonne question. Et c'est vrai que les territoires, par les schémas régionaux d'aménagement du territoire et de manière générale aussi par la conscientisation du sujet, c'est-à-dire expliquer aux concitoyens ce qu'il faut faire pour accompagner la transition énergétique, par leurs propres choix en matière de bâtiments communaux, en matière d'éclairage public. Les collectivités locales ont beaucoup de leviers. Et nous, notre réponse, elle est assez simple. On a en fait une organisation distribuée sur le territoire et nous accompagnons effectivement tous les territoires dans leur réflexion, avec d'ailleurs en amont, bien souvent, la mise à disposition d'informations, d'éléments pédagogiques, de simulation de ce que pourrait être la consommation d'énergie. Tout ceci est fait gratuitement. Et puis ensuite, nous apportons les offres de l'ensemble de nos filiales au travers des directions commerciales régionales qui sont sur tout le territoire. Là-dessus, on a un avantage, c'est le fait d'être une entreprise historique et d'avoir un maillage très fin qui nous permet d'aller voir les territoires beaucoup plus facilement qu'un acteur, je dirais, plus centralisé ou émergent qui va se focaliser sur quelques sites ou quelques grandes collectivités, mais qui n'ira pas voir les plus petites. Donc aujourd'hui, notre présence territoriale nous permet d'être proche effectivement des élus et de leur apporter le conseil et les solutions nécessaires. Quand on développe une solution, enfin des nouvelles capacités qui vont être portées vers le client par un corporate PPA, de toute façon la question d'intermittence est exactement la même que lorsque c'est financé par les obligations d'achat. De toute manière, quand on met des équipements intermittents dans le système, il faut avoir des équipements pilotables pour les compenser. Donc en fait, le corporate PPA n'est pas une menace particulière, c'est simplement un moyen de financement différent. Et donc c'est vrai que développer du renouvelable, ça nécessite aussi de développer de la capacité d'effacement, du stockage, une intelligence du réseau, peut-être demain le V2G. Donc je dirais, la modalité de financement et de portage financier ne change rien à cette réalité-là. Et par ailleurs, pour le client, ce que nous faisons en général, lorsqu'on développe des corporate PPA, en fait, on transforme le profil intermittent de la production en un profil plat, avec un service qu'on appelle un service d'agrégation, de telle sorte que ce soit facile à intégrer dans la courbe de charge du client. C'est-à-dire qu'effectivement, il va avoir sa courbe de charge à lui, on lui injecte un profil plat qui a été aplati, donc par un service qui ne coûte pas très cher, et le reste, il le source sur le marché. Et si possible auprès de nous, on en est encore plus content. Mais ce que je veux dire, c'est que le corporate PPA n'est pas un problème en matière d'augmentation du coût de l'énergie. C'est simplement une manière... Non, ça ne va pas faire monter les prix. C'est une manière de financer des projets alternatives à celles qui est les obligations d'achat.
Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de constructeurs qui s'y intéressent et que le nombre de véhicules compatibles avec le V2G augmente. Donc ça, c'est déjà un point satisfaisant. Donc si on a un nombre de bornes significatif en Europe et en France qui permettent le V2G et des véhicules, eh bien, on va avoir un usage qui va se déployer. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que ça reste très marginal. C'est peut-être moins de 1% des véhicules qui ont activé, déjà aujourd'hui la proportion des véhicules qui le permettent est faible, et ceux qui ont activé cette fonctionnalité, c'est-à-dire effectivement en renvoyant de l'électricité vers le réseau et en se faisant payer pour cela, je pense que c'est moins de 1% des véhicules européens. Et en France, on est pratiquement les seuls aujourd'hui à développer cette fonctionnalité, et c'est également des tout petits chiffres. La question, c'est quand est-ce que ça représentera le tiers, par exemple, des véhicules électriques, et je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas encore fait des projections? On a bien sûr des projections, mais c'est des hypothèses sur des hypothèses sur des hypothèses. On est encore à des étapes de démonstration. C'est vrai que lorsqu'on aura un tiers des véhicules qui sont capables d'injecter de l'électricité sur le réseau, ce sera une capacité de stockage très importante, qui sera équivalente à celle qui existe dans d'autres, je dirais pas à celle qui est offerte par d'autres technologies. Mais est-ce que ça va intervenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, j'en sais rien. Mais ça dépend aussi des mesures qui seront prises par le gouvernement pour aider au déploiement, non? Ben, c'est pas si évident, parce qu'il y a quand même plein de questions techniques qui sont posées par le sujet. Il y a la question du vieillissement des batteries, il y a la question de l'acceptation des clients, il y a la question de la valeur qui est restituée aux clients. Est-ce qu'aujourd'hui ce service il lui est payé 1, 2, 3, 4 euros par charge? Vous voyez, est-ce que ça baisse le coût de la charge annuelle de 50% ou de 10%? Donc il y a 10 000 questions qui sont posées par le V2G, qui sont des questions passionnantes. Et la meilleure façon d'avancer, c'est de se confronter en vrai, si je puis dire, in situ, avec un portefeuille de charge rapide, et de véhicules, de se confronter au problème et de voir comment ça marche. Mais je ne pense pas personnellement que ça se développe à un rythme très rapide. Je vois les difficultés techniques, je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui a 10 ans plutôt qu'à 2 ans. Voilà. C'est du moyen terme. C'est plutôt du moyen terme, voilà. Alors, les facteurs d'innovation, si on parle des consommateurs individuels, on les a bien cités. C'est le développement les travaux pour améliorer l'efficacité de la maison. Si possible, le choix, chaque fois que c'est possible, de la pompe à chaleur comme mode de chauffage. Et de manière générale aussi, je pense qu'il y a une question liée à... je crois qu'on a encore beaucoup de progrès à faire dans l'information du client sur sa consommation et sur le prix de revient de son usage électrique, et gaz d'ailleurs. Donc effectivement, nous avons développé au travers d'EDF et moi un ensemble de conseils et d'applications, mais finalement les clients qui les utilisent régulièrement ne sont pas très nombreux. Donner un chiffre concret, on a donc 23 millions de clients, on a 6 millions de clients qui utilisent ces applications et seulement 1,5 million qui les utilisent une fois par mois ou davantage. Mais c'est ce 1,5 million de clients qui obtient des gains et dont la consommation d'électrique baisse. Donc nous avons encore beaucoup à faire pour informer les clients et diffuser ces solutions de manière large. Donc on a fait des campagnes, d'ailleurs elles vont être à nouveau très importantes à la fin de l'année parce qu'avec le sujet de la Russie et de l'Ukraine, l'efficacité énergétique va faire l'objet d'une promotion très forte par le gouvernement. Et je remercie d'ailleurs Brice d'avoir commencé son intervention par ça, en disant j'ai vu votre information qui est de qualité, qui est utile. Il y a trop de Français qui ne savent pas qu'on peut comprendre mieux à quoi l'électricité sert, et pas uniquement en regardant tous les mois combien on a payé. Et puis en plus c'est mensualisé, on ne comprend rien, puis on paye toujours le même prix, et puis à la fin de l'année, il y a un solde qui est réglé. Ça ne donne pas une information utile sur les déterminants de la consommation. Or, si on veut que les usagers consomment moins, il faut leur donner cette information. De la même façon que dans les véhicules, c'est que si on donne une information avec un économètre sur le tableau de bord, c'est comme ça que les gens utilisent plus intelligemment leur véhicule et consomment moins. Toutes choses égales par ailleurs. Évidemment, ils peuvent aussi changer de véhicule. Mais vous voyez, donner une information précise aux clients sur leur consommation et leur donner des suggestions pour qu'ils consomment moins, on est très loin d'avoir fait tout ce qui est possible en la matière. J'avais cité un dernier atelier, une étude britannique sur les bâtiments haute qualité et les autres, et il s'avérait que les bâtiments haute qualité consommaient plus d'énergie que les autres,
Alors ils étaient quand même étonnés. Et ils se regardaient pourquoi. Et la première chose que font les gars, c'est qu'ils débranchent le truc automatique. Oui. Et donc, il y a manifestement un accompagnement très important, quoi, hein. C'est très difficile de faire en sorte que chaque consommateur, habitant, utilisateur d'électricité devienne un peu militant, quoi. C'est assez compliqué à faire, quoi. Oui, mais moi j'ai l'impression que la meilleure façon de le faire, c'est de donner une information et de ne pas choisir à la place du client. Et donc c'est pour ça que je privilégie le développement de ces outils. Et effectivement, on a une petite contrariété, c'est que les questions de consentement des clients et de RGPD sont venues, je dirais, se mettre en travers du déploiement de ces solutions. Donc on a dû redemander à tous nos clients s'ils étaient d'accord pour qu'on extrait des données de Linky et pour qu'on les leur transmette sous la forme de tableaux récapitulatifs de consommation. Ben, on a perdu 1,5 million de clients pour le service, pas de clients en fourniture. Mais ce que je veux dire, c'est que la volonté... Parce qu'ils n'ont pas dit oui. Ben, ils ont dit, mais pourquoi on me le redemande? Et pourquoi on me demande si je suis prêt à donner ces informations au pas horaire? Donc, et beaucoup de clients ont répondu non. Donc on a appauvri le service parce qu'il a fallu qu'on redemande le consentement. D'accord. Donc on a perdu 2 ans dans le déploiement, on est passé de 6 millions de clients à 4,5 et on est à nouveau à 6 millions. Et donc tout ceci est très compliqué. Et effectivement, il faut que l'on donne envie aux Français de comprendre pourquoi ils consomment de l'électricité, du gaz, combien ça représente de CO2 et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour consommer moins et carboner moins. Ouais. Et ça, il faut que ça parte effectivement des Français eux-mêmes. Si on leur donne des solutions toutes faites, comme ce que vous évoquez, en disant c'est comme ça qu'il faut faire, ça ne marchera pas. Alors, je vais peut-être, c'est in coda venidum, comme on disait dans le temps, à la fin le poison. Est-ce que les prix de l'énergie, sont condamnés à monter? Puisque pour l'électricité, il y a quand même énormément de choses à financer, y compris les nouveaux moyens de production et puis tous les services que vous citez. Et je dis ça maintenant méchamment, parce que je dis que c'est de ne pas être facile d'être patron d'EDF et de diriger EDF, puisque tout ce que vous nous avez montré, c'est une magnifique projection d'une entreprise privée qui se soumet au marché, et qui a besoin de capitaux, etc., qui a besoin de confiance, et en même temps vous avez un actionnaire principal qui, lui, son problème c'est d'éviter que les consommateurs payent trop, et qui tout d'un coup, du jour au lendemain, va dire à l'entreprise, il faut que tu payes 8 milliards, ma chérie, parce que, excuse-moi, il ne faut pas que les prix augmentent. Donc c'est très difficile, et donc je dis ça parce que au fond, les actionnaires, ils ont quand même besoin de savoir exactement si EDF est une entreprise publique ou une entreprise privée, comment ça va fonctionner dans les années à venir, etc. Et pour vous, c'est très important aussi. Mais je dis ça gentiment, en fait, c'est pas méchamment. Ça m'a préoccupé pour l'électricité de France, et ça me préoccupe précisément pour le déploiement d'une stratégie aussi bien pensée que ce que vous nous avez exposé. Alors, sur la question du bon modèle d'affaires et du bon modèle de répartition capitalistique d'EDF, je ne me prononcerai pas et vous ne m'en voudrez pas. Mais je répondrai sur les coûts et sur les prix. Ce qui est vrai, c'est que les transformations en cours nécessitent énormément de capital et donc les prix vont augmenter. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que le market design les a fait augmenter plus que de raison. Effectivement, aujourd'hui, si on regarde le prix de l'électricité pour livraison l'année prochaine, qui est le prix sur la base duquel nous faisons des offres aux clients industriels, il est à 230 €. L'année dernière, on était à 50-60 et on a connu des années à 40 €. Et ça ne reflète pas l'évolution des coûts du système électrique. Donc oui, les coûts vont augmenter. Oui, toutes choses égales par ailleurs, si on ne baisse pas les consommations, les factures vont augmenter. Mais il n'y a pas de raison que ça croisse à cette vitesse. Si ça croît à cette vitesse, c'est parce qu'aujourd'hui, les prix sont faits sur le marché par un système qui a des bénéfices à court terme parce qu'il permet le dispatch efficace des centrales européennes, mais qui effectivement révèle la tension sur le marché du gaz et sur le marché du charbon, et dans une moindre mesure sur le CO2. Donc aujourd'hui, les prix de l'énergie sur les marchés de gros sont devenus effectivement très élevés et ont amené l'État à prendre des décisions que vous avez citées pour les compenser. Donc ça, c'est une situation qui n'est pas stable. Effectivement, oui, on peut penser que le système électrique va coûter plus cher, va nécessiter des investissements, et nous les faisons bien volontiers, mais dire que l'électricité doit passer de 55 € à 230, évidemment, ça n'a pas de sens. Donc la question qui est posée, c'est celle du bon market design,
pour donner aux clients un signal de prix, mais qui n'est pas un signal de prix désordonné et aussi brutal. Alors le market design, donc le marché européen de l'électricité. Oui, le marché européen de l'électricité, aujourd'hui, alors ça prendrait pas mal de temps. Oui, si vous me l'avez expliqué dans, si dans la lettre de ce matin que j'ai voilà, reçue. c'est que on a... oui, non, mais je vais le dire simplement. Quand vous avez dit qu'il ne fallait pas de Big Bang, il ne fallait pas de grand soir, oui. Vous n'y croyez pas. Mais le marché européen de l'électricité, si ça ne ressemble pas à quelque chose qui relève d'un grand soir, si on le change, alors je me demande ce que c'est. Et donc, cette histoire est très importante. Et nous travaillons beaucoup avec la Commission européenne, et ça nous a aussi frappé de voir que c'est pas normal que les Français soient soumis au prix du gaz parce qu'un autre pays européen en dépend, quoi. Donc c'est ça va être très difficile. Il faudra sans doute le revoir, ce marché, comme vous dites. Le design, la conception de ce marché pose problème. Est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que ça va durer? Moi, je pense que ça va durer. Je pense que ça va durer parce qu'effectivement, le rôle du gaz dans cette évolution très brutale, il est très important. Et c'est 80% du gaz et 20% du CO2, à peu près la hausse des prix. Hein, donc, et même aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt à 90-10. Et le gaz ne va pas revenir rapidement au prix qui était le sien. Parce qu'effectivement, on a 40% du gaz européen qui provient de Russie. Et indépendamment de l'évolution du conflit, les Européens vont vouloir trouver des alternatives au gaz russe. Et ça prendra énormément de temps. Donc effectivement, le gaz liquéfié, c'est intéressant, mais on ne remplace pas 155 milliards de gaz russe en quelques mois. Donc moi, je pense qu'on est parti pour des années de reconstruction d'une chaîne gazière qui mette un petit peu plus à distance les productions qui viennent de Russie. Et pendant tout ce temps-là, le prix du gaz va être élevé. Donc on ne peut pas dépendre, je crois, pendant 5 ans d'un merit order dans lequel le gaz fait le prix. Donc effectivement, on n'est pas dans une situation qui va se résoudre la semaine prochaine ou à la fin de l'année. On va connaître un prix du gaz élevé pendant longtemps, ce qui est d'ailleurs nécessaire pour, d'une part, baisser les consommations gazières et appeler d'autres producteurs. Comme on l'évoquait ce matin, pour faire venir le GNL, il faut que le prix du gaz soit élevé. Mais dans ce temps-là, qui va être relativement long, se dire que le prix de l'électricité pour l'ensemble de la production vendue dépend du prix de la centrale marginale au gaz, c'est quand même un petit sujet. Donc effectivement, le market design il a marché pendant plusieurs années quand le prix du gaz évoluait dans une bande assez raisonnable et qu'effectivement donc, la rente inframarginale permettait de payer tout le monde, ça marchait très bien. Il y avait un peu de missing money, un marché de capacité, c'était compliqué mais ça marchait. Si le prix du gaz est multiplié par 4 ou 5, mais par exemple, tout est déformé. Donc effectivement, on est dans une situation qui est extrêmement complexe, qui n'était pas du tout prévue par les acteurs européens qui ont conçu le marché de gros, auquel ils voyaient toutes les vertus, mais cette difficulté-là, elle n'était pas anticipée. Et il est vrai que personne non plus n'anticipait l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En effet, et pourtant dans le temps, on disait qu'il y avait énormément de ressources gazières dans le monde et que ce n'était pas un problème. On avait même dans le temps, ça s'appelait le dash de gaz. Et au fond, il y a des gens qui nous disent peut-être que si on levait les sanctions iraniennes, ou peut-être. Enfin bon, bref. Oui, mais il y en a partout, mais ça prend du temps. Du temps. Et le dash to gas, c'était aussi bien dans des pays qui avaient une ressource et qui l'ont épuisée. Dash to gas, c'était un terme utilisé par les Anglais quand ils ont fait un développement rapide à partir des champs qui étaient à 50 km des côtes, qui étaient faciles à exploiter et qui permettaient d'approvisionner leur industrie et qui a réduit les cycles CO2, et qui a permis de sortir le charbon. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de gaz. Voilà, de la même façon, quand on a parlé tout à l'heure des pompes à chaleur aux Pays-Bas, c'est aussi parce que Groningue est épuisé. Donc aujourd'hui, le gaz, il faut aller le chercher loin. Oui, il y a beaucoup de gaz dans le monde, mais il faut aller le chercher loin. Ce que je dirais, c'est que déjà les Italiens pourraient s'inspirer d'une bonne pratique. Hein. Et d'ailleurs, ils y pensent aujourd'hui, ils se disent que la façon dont ils ont écarté définitivement le nucléaire n'était peut-être pas la bonne. Donc aujourd'hui, le ministre de l'Industrie et du Développement économique, qui est d'ailleurs quelqu'un qui est un physicien, M. Roberto Cingolani, dit on est peut-être allé un peu vite sur le bannissement complet du nucléaire. Et il se dit, si les nouvelles technologies, les SMR, qui ont des options de sécurité différentes, sont développées, ce serait dommage d'en priver l'Italie. Donc, au moins, si on considère une perspective longue qui est le net zéro, ce ne sera pas facile pour l'Italie d'atteindre le net zéro.
Si l'on regarde en revanche d'autres sujets, et notamment la question du développement des renouvelables, les Italiens ont été très efficaces, ils ont été très bons. Et aujourd'hui, je pense que le développement, l'utilisation du gisement de vent et de soleil en Italie est bien plus efficace que celle qui est faite en France. Et je pense que tout le processus d'autorisation et de permitting est meilleur. Et effectivement, le développement du renouvelable en Italie ne pose pas les problèmes qu'il pose en France. Même l'éolien? Même l'éolien, vous ne verrez pas des candidats à une élection nationale se battre sur le sujet ou des associations se créer dès qu'un projet voit le jour. En Italie, c'est un sujet apaisé, le développement du renouvelable. Ils ont des paysages, ils ont du patrimoine aussi. Absolument. Et c'est peut-être aussi parce qu'ils ont concentré les projets dans des zones très fortement vantées qui n'ont pas mis tel territoire. Donc ils ont plutôt... je pense qu'ils ont fait ça d'une manière peut-être un peu plus rationnelle. Pas d'éoliennes à Venise. Voilà, pas d'éoliennes à Comme au Venise, Touquet. effectivement. Voilà. Donc peut-être que c'est la raison, mais en tout cas aujourd'hui, je considère qu'ils développent leur gisement renouvelable beaucoup plus efficacement que nous avons réussi à le faire jusqu'à présent. Merci pour cette question, mais qui est aussi un témoignage. Je suis d'accord avec vous, je pense qu'aujourd'hui, il y a des freins au déploiement du renouvelable qui se sont exprimés pour des raisons diverses et qui ont peut-être obtenu un peu trop d'écho médiatique. Et c'est vrai que l'accès à des projets aujourd'hui est vraiment très 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 compliqué. Il faut demander, le parcours d'autorisation est très long. Se dire aujourd'hui qu'on commence à poser la première pale et à finir de poser la première éolienne à Saint-Nazaire 10 ans après l'initiation de ce projet, c'est quand même très très long. Et après moult recours, etc. Et finalement, on a posé la première éolienne aujourd'hui, mais on aura fini à la fin de l'été. Donc pourquoi avons-nous attendu 10 ans? Peut-être qu'au bout de 3-4 ans, on aurait pu commencer et déployer ces ouvrages. Je pense que sur ce sujet, on est un pays quand même qui est un pays un peu qui reste très bureaucratique, et dans lequel il y a des oppositions à toute forme de projet et de progrès. Et peut-être qu'on les a un peu trop écoutés. J'étais très surpris de voir quand je dirigeais Edison en Italie que l'éolien ne posait aucun problème. Aucun. Et que son coût de revient était équivalent à celui de la France, que d'ailleurs en plus il se développait encore plus facilement parce que le prix du marché était supérieur, tout le monde était très content, ça posait aucun problème. Je me souviens d'être allé voir le maire d'une commune qui s'appelle Benevento, qui veut dire le bon vent d'ailleurs, donc forcément c'est une commune sur des collines de campagne où il y a beaucoup de vent. Il me disait bah oui, il y a 2000 mâts éoliens au-dessus de ma commune. Je lui dis mais ça vous pose pas de problème? Il dit non, parce que de toute façon on était une agriculture très pauvre, les gens gagnaient rien ici. Et donc l'activité éolienne nous a apporté une activité nouvelle, ça a permis de faire revivre le village. Vous voyez, on peut voir des projets comme une opportunité ou comme une menace. Et je pense qu'on a beaucoup vu certains projets en France plutôt comme une menace que comme une opportunité. Ça, c'est peut-être une question aussi une question de culture. Et c'est vrai que si les jeunes nous poussent à aller plus vite dans la transition énergétique, ce sera positif. Alors déjà, on n'est pas du tout seul à décider là-dessus, et il n'y a plus de tarifs pour les entreprises, et les commerces, les tarifs verts et jaunes ont disparu. Et donc, de fait, la proportion d'électricité vendue en France au travers d'un système tarifé ne cesse de baisser. Et celle qui est vendue au travers d'un système fondé sur des prix gros ne cesse d'augmenter de façon symétrique. Donc aujourd'hui, les tarifs réglementés de vente ne concernent plus que 21 millions de clients individuels. C'est beaucoup, vous me direz, sur 30. Mais même EDF fait croître ses ventes en offre de marché pour se préparer à un avenir possible dans lequel il n'y aura plus de tarifs. La fin des tarifs verts et jaunes a été évidemment pour nous un choc, on a perdu beaucoup de clients. Donc sur le plan commercial, on est, je dirais, confronté quand même à une volonté continue de l'Europe de limiter tous les systèmes de droit exclusif et de limiter tout ce qui est tarif. Et dans le même temps en France, l'État et les Français sont attachés aux tarifs bleus, et ceux-ci vont probablement durer pendant encore de nombreuses années. Donc moi ce que je crois, c'est que de toute façon, plus de la moitié de l'énergie aujourd'hui, de l'énergie électrique est vendue sur la base des prix de marché. C'est tout ce qui est le secteur industriel, le secteur le tertiaire, le commercial. Ne reste que les tarifs réglementés de vente pour les particuliers, et ils sont périodiquement challengés par l'Europe.
Et tous les 5 ans, il y a un exercice dans lequel le Conseil d'État doit déterminer, garantir que les avantages l'emportent sur les inconvénients et que la France peut s'exonérer de la logique européenne qui serait la disparition complète des tarifs. Donc de toute façon, les tarifs sont menacés et ce n'est pas EDF qui les menace. C'est cette vision que le marché c'est mieux. Alors on ne nous dit pas pourquoi, mais on est persuadé que le marché c'est mieux. Voilà, donc on est dans cette situation et aujourd'hui les pays qui n'ont pas de tarifs ont mis aussi en place des boucliers tarifaires de façon encore plus désordonnée si on regarde ce qui s'est passé en Angleterre ou ailleurs. Donc effectivement c'est aussi un instrument de politique économique dont se priverait l'État, la disparition des tarifs bleus. Sur la voiture électrique, il y a un point qui est une réalité physique qui est pas forcément bien connue, c'est que le rendement d'un moteur électrique est très supérieur à celui d'un moteur thermique. Donc en fait, il faut moins d'énergie, vous voyez, en termes de kilowattheure. Oui, mais malgré cela, si vous voulez, même si un véhicule électrique va peser 20 ou 30% de plus, le rendement est quand même dans un facteur 3 fois supérieur. Donc effectivement, la quantité d'énergie électrique qu'il faut pour alimenter les véhicules électriques, même si on a 30 ou 40% du parc, c'est pas colossal. Ça, c'est quelque chose qui est très surprenant, mais la consommation, je donne juste un exemple, un Français par exemple qui a un véhicule électrique et qui le recharge uniquement chez lui, il ne double même pas la consommation de sa maison. Vous voyez ? Donc c'est en fait des consommations modérées. La menace que représente le véhicule électrique, c'est pas sur l'énergie, c'est sur la puissance. C'est si la puissance est appelée au mauvais moment, ce qu'il faudra, c'est tout un système de distribution et de câbles pour permettre la recharge. Donc d'où l'intérêt effectivement de recharger les véhicules si possible la nuit avec des systèmes de charge intelligente plutôt qu'à 19h quand on rentre chez soi et quand la puissance est appelée déjà très fortement. Mais pour le véhicule électrique, c'est vrai. Moi-même d'ailleurs j'ai été surpris quand je dis mais on ne pourra pas réussir à équiper 10 millions de véhicules électriques sans bouleverser le parc électrique français. Quand j'ai regardé quelle était la consommation d'un véhicule électrique, je me suis rendu compte que c'était beaucoup moindre que ce que j'avais imaginé. Sur les data centers, et là vous avez raison, c'est aujourd'hui un vecteur de développement de la consommation dans l'industrie, dans le commerce, dans la banque. Aujourd'hui, on a des clients qui sont des clients dont la consommation a beaucoup augmenté, non pas parce qu'ils sont plus nombreux ou parce qu'ils ont plus de sites, mais parce qu'ils utilisent des capacités de calcul massives. Et effectivement, les data centers de Orange, de la Société Générale, d'autres banques, sont devenus des usages électriques majeurs. Alors, ils permettent aussi une modernisation de l'économie, des services bancaires bien plus performants, une information... vous utilisez peut-être un compte en ligne qui est lui-même très performant. Donc tout ça, c'est vrai, ça se traduit derrière par des puissances de calcul et des data centers. Et là, je pense que le sujet important, c'est la manière dont on va refroidir ces équipements. Parce que la puissance, en fait, pour les data centers n'est pas si importante que cela. Ce qui consomme le plus dans un data center, c'est le refroidissement. C'est que ce sont des équipements, s'ils dépassent 23-24 degrés, ça ne marche plus, les systèmes s'arrêtent parce qu'ils ont une température de fonctionnement qui est parfaitement définie. Et donc, il faut sans arrêt apporter du froid. Et le froid, on le produit avec de l'électricité. Donc, en fait, un data center, c'est un très gros frigo. Bon. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des moyens de refroidir ces installations qui sont des moyens plus intelligents, en utilisant ce qu'on appelle le free cooling, donc l'atmosphère, ou pourquoi pas, dans certains cas, l'eau, avec des systèmes de circulation d'eau, si on est à proximité de la mer, ou en récupérant la chaleur de ces data centers pour chauffer des bâtiments. Donc il y a tout un sujet, toute une réflexion sur, oui c'est vrai, le développement de la puissance de calcul et de l'informatique est inéluctable, mais la façon dont on refroidit ces équipements peut être bien plus performante. Et là, il y a moyen d'éviter effectivement que ça représente une explosion de la demande. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le sujet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique représente un facteur très dynamique de croissance de l'électricité. Et dites-moi, dans certains pays, le pic de la consommation électrique est en été à cause des climatiseurs. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a des projections en France avec le réchauffement sur la consommation électrique en été des climatiseurs? Alors, ça c'est un sujet qui n'est pas évident parce qu'il y a plusieurs questions. Il y a la question effectivement du réchauffement, il y a la question de la demande de confort, il y a la question aussi du vieillissement de la population, parce que là aussi la demande de rafraîchissement est plus importante.
Donc les personnes âgées luttent moins bien contre la chaleur, donc ça peut même être un facteur létal dans certains cas. Donc oui, on sait qu'il va y avoir une demande plus forte de rafraîchissement dans les années à venir. En France, on n'utilise pas beaucoup la climatisation. Il n'y a que les locaux commerciaux, en gros, et tertiaires d'affaires qui sont climatisés, et peut-être 10% du résidentiel, et encore dans le sud de la France. Mais quand il a fait très chaud, les canicules, c'est un petit peu comme des chauffages d'appoint, qui pourrissent tout, quoi, si je puis dire. Alors là, il y avait des climatiseurs d'appoint qui envoyaient leur chaleur. On voyait dans des tas de restaurants des tuyaux qui sortaient avec toutes ces machines rudimentaires. Vous avez tout à fait raison, c'est que si on évoquait les pompes à chaleur, et les pompes à chaleur, beaucoup d'entre elles sont en fait des systèmes d'appoint pour rafraîchir et qui tournent en plus un mois par an, de manière pas très efficace, et en plus en balançant les calories à l'extérieur. Donc la question, c'est celle de l'équipement de notre parc tertiaire et résidentiel de façon coordonnée avec les bons équipements. Donc nous, on réfléchit aujourd'hui à la meilleure manière de permettre cela. Et j'ai vécu en Italie, même à Milan, dans le nord de l'Italie, tout le monde est climatisé, parce que l'été, sinon, on ne dort pas. Bon. Et ben pour autant, ils ont réussi à climatiser tous les logements, 90% des logements, dans la ville, sans que ce soit moche, sans qu'il y ait des échangeurs en façade, sans qu'il y ait des calories qui soient balancées n'importe comment. Pourquoi ? Parce que pendant des années, ils ont amélioré les logements, et ils ont fait ça de manière professionnelle. Ils n'ont pas laissé les gens aller acheter chez un distributeur un équipement pour le placer n'importe comment. Donc effectivement, la question, c'est bien celle-là, c'est quelle sera la demande de rafraîchissement dans les années qui viennent en France, et comment la déployer de manière efficace. Et là, je peux vous dire, on n'a pas la bonne réponse à cette question aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels la demande de pointe est une demande estivale liée à la climatisation. Nous avons dans ce domaine, je l'ai évoqué, beaucoup de filiales qui ont développé des solutions et qui s'appuient sur une recherche et développement puissante. Nous avons gardé chez EDF une recherche et développement puissante, mais nous avons aussi su depuis quelques années intégrer l'innovation qui vient de l'extérieur et financer beaucoup de startups au travers d'un dispositif qui s'appelle Pulse Innovation et Pulse Venture. Et c'est d'ailleurs au travers de ces dispositifs qu'on est rentré dans l'hydrogène en rachetant McPhy, en rachetant de petites filiales, en développant une société qui s'appelle Agrigio, dont je n'ai pas parlé, qui est le numéro 1 de la flexibilité en France. Donc oui, on a bien compris que l'innovation ne venait pas que d'EDF et qu'il fallait savoir aussi inviter les startups et les développeurs de projets qui ont des idées extrêmement innovantes, en rupture, à nous apporter leur savoir-faire. Donc oui, on essaye de travailler intelligemment avec les porteurs de projets, et j'invite M. Bach d'ailleurs à venir en parler s'il le souhaite. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que il faut raison garder. On parle de 100 000 clients autoconsommateurs en France, donc sur 30 millions, c'est quand même pas non plus, on n'est pas un bouleversement. Bon, par ailleurs, il faut avoir un logement avec des toits relativement bien exposés. Nous, notre estimation, j'avais fait ce calcul en Italie avec les équipes d'Edison, on a estimé qu'il y a un potentiel de 3 à 4 millions d'autoconsommateurs en Italie, on était à 500 000 à l'époque, et 100 000 en France. Je pense qu'en France, au-delà de 2 ou 3 millions, ce sera difficile. Donc pensez quand même que l'autoconsommation pourrait déstabiliser violemment le réseau, il faut raison garder, on n'en est pas là. La question, c'est effectivement comment tarifer la prestation de réseau et d'infrastructure de manière à ce qu'il n'y ait pas de freeriders, de passagers clandestins. Et ça, je pense notamment par l'augmentation des parts fixes. Donc c'est pas demain qu'on aura 50% d'électricité produite localement par les consommateurs. Voyez, si on a 2 millions je fais juste un tout petit calcul, si on arrive à 2 millions de Français qui produisent de l'électricité chez eux, si on est dans le système actuel, ils produisent en moyenne 30 à 40%, vous voyez, donc ça fait l'équivalent de 800 000 Français. Donc la consommation de 800 000 Français dans le système électrique, ça représente peut-être 1% de la production. Donc on n'est pas dans un système, alors si on rajoute les entreprises, on va peut-être passer à 2 ou 3%, mais l'autoconsommation sur la base du photovoltaïque n'est pas quelque chose qui va déstabiliser puissamment le secteur électrique. Il faut simplement que ce soit quelque chose qui soit bien fait, c'est-à-dire que tout le monde y trouve son compte. J'ai pas bien compris, moi, à titre personnel, le sujet de l'autoconsommation et du client clandestin.
Non, la question c'est que si vous produisez, si la tarification est une tarification essentiellement au volume, et que le client produit lui-même la moitié de l'électricité qu'il consomme, il va payer 2 fois moins le réseau, alors que la réalité c'est que les infrastructures qu'il utilise ne sont pas divisées par 2. C'est ça le sujet. C'est donc effectivement le fait qu'on donne, dans certains modes de tarification du réseau, on donne un avantage très grand qui incite à l'autoconsommation. C'est l'optimisation de gestion? Oui, alors on peut dire, de toute façon, tout le monde cherche à optimiser sa situation à partir des règles qui sont posées. Donc oui, effectivement, il y a un petit effet d'aubaine dans la couverture des coûts du système aujourd'hui pour les autoconsommateurs. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que ce n'est pas de nature à bouleverser le secteur électrique et que ce sujet, il est quand même bien compris et bien traité. Voilà. Dans le temps, il y avait, avant la péréquation et la nationalisation, il y avait beaucoup d'industries qui étaient au pied des chutes d'eau des montagnes. Et évidemment, elles ont toutes disparu. Et donc c'était une question quand même intéressante. Est-ce qu'on peut avoir une certaine souplesse qui favorise justement ce genre d'autoconsommation, d'utilisation des ressources locales, puisque maintenant dans les territoires, il y a des recherches, sont peut-être quelquefois un tout petit peu utopiques, mais il y a des recherches à ce que les territoires deviennent quasiment autonomes eux-mêmes ou à énergie positive, comme on dit. Oui, ça c'est une question. C'est vrai que historiquement, le développement de l'hydroélectricité, la houille blanche, comme on l'indiquait, le disait à l'époque, a permis le développement d'activités industrielles à proximité dans les vallées, et que tout ça a disparu avec la loi de nationalisation. Finalement, ces actifs, qui sont des actifs qui ont une très grande valeur, ont été mis à la disposition de tous, et pas uniquement des consommateurs, des grands consommateurs à proximité. Et certains consommateurs l'ont regretté. Mais moi, je pense qu'il faut se méfier des logiques de je fais dans mon coin ma petite électricité et tout va bien. Parce qu'effectivement, on se rend compte que dès qu'il y a une difficulté, dès qu'un outil industriel de production ou qu'une part du réseau est malade, on est quand même très content d'avoir l'assurance du réseau. Quelqu'un parlait de système assurantiel. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir des productions distribuées et à des coûts raisonnables qui contribuent à la sécurisation du système, mais il faut aussi avoir un réseau. C'est ça, la résilience va dans les deux sens. Absolument, la résilience nécessite un réseau et un financement de celui-ci dans la durée. Moi, je crois que oui, effectivement, le secteur électrique a connu un certain recul dans le bâtiment avec la RT 2012. Et la RE 2020 vient d'une certaine façon, c'est un petit peu un match-retour, vient équilibrer les choses. Et il y a aussi une volonté de mieux calculer l'empreinte et l'émission d'un bâtiment lorsqu'il est construit ou lorsqu'il est rénové. Donc il y a aujourd'hui, avec la RE 2020, une reconnaissance de l'enjeu français qui est celui d'une société bas carbone. La SNBC n'était pas compatible avec l'ancienne vision. Donc oui, on est dans un système aujourd'hui qui permet de développer les solutions électriques d'un bâtiment de façon beaucoup plus efficace. Et je pense pour les 10 années qui viennent, et ceci est complété par ce que j'évoquais, par les progrès de la technologie, par le fait que typiquement les pompes à chaleur, elles sont beaucoup plus efficaces et elles permettent de trouver des alternatives à des solutions de chauffage sur base de fossiles. Donc on est bien dans un système aujourd'hui qui est un système dans lequel on a mis en cohérence la stratégie nationale et la stratégie en matière de bâtiment. C'est plus vertueux. Pour le neuf, c'est très très clair. Pour la rénovation, il y a encore un petit peu de travail et de clarification à apporter, mais je ne doute pas que ce sera le cas. En tout cas, pour le neuf, la RE 2020 est un progrès majeur. On peut juste comment dirais-je, regretter le fait qu'elle n'ait été mise en place qu'en 22 ou en 23. Donc il y a eu un petit... La RE 2020, elle n'a pas fini de produire ses effets, elle n'a même pas commencé dans certains cas. Donc, mais au moins, je dirais, sur le papier, c'est très bien. Est-ce que les tuyaux qui ont été posés ne sont pas enlevés du jour au lendemain? Absolument, voilà. C'était vraiment très important de vous entendre. Bon, nous savons que l'électrification est un des meilleurs moyens de décarboner, donc nous savons que ça c'est en route, et EDF est évidemment un acteur majeur. C'est rassurant de vous entendre et c'est passionnant. Et comme vous le savez, Électricité de France, EDF est très cher au cœur des Français, donc ça nous rassure d'entendre tous ces magnifiques projets de développement, cet optimisme que vous avez. Et donc merci encore d'être venu. Merci à vous.